Voilà. Alors, je suis remontée un peu loin dans les épreuves finales pour que ce soit des épreuves que vous n'avez pas eues entre les mains. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, cette épreuve. C'est un sujet que j'avais donné en juin 2014. C'était pour la section 8 à l'époque. Alors, il y a 3 exercices dans cette épreuve. Alors, il y a un exercice sur les distributions de charges ponctuelles, un exercice sur les distributions continues de charges, donc on doit appliquer le théorème de Gauss pour calculer les champs et le potentiel, et puis un exercice avec un circuit, un réseau, donc à plusieurs mailles où il faut trouver les courants. Il y a un condensateur qu'on étudie, un coup en régime permanent, un coup en régime transitoire. Et voilà, donc je vous montrerai les textes, les énoncés des exercices au fur et à mesure qu'on en aura besoin. D'accord? Alors je remonte au premier exercice. Donc on a 3 charges Q1, Q2, Q3. Alors la charge Q1 est positive et elle vaut 3 fois Q, et les deux charges Q2 et Q3 sont négatives, elles sont égales, donc on a Q2 égale Q3 égale moins Q. D'accord? Alors on vous donne la valeur de la charge Q, on vous donne la longueur du côté de ce triangle. Alors c'est un triangle équilatéral. Alors équilatéral, ça veut dire que les 3 côtés sont égaux. Ça veut dire aussi que chacun des angles vaut 60 degrés. Alors, j'ai donc mes 3 charges électriques placées respectivement au sommet ABC d'un triangle équilatéral de côté A. Alors, on vous donne la valeur de la constante K, Q1, Q2, Q3 et la valeur du côté du triangle. Alors, au point O, barycentre du triangle ABC, représenter qualitativement les champs électriques, c'est-à-dire sans échelle, juste pour donner la direction, le sens et à peu près le module. Alors, représenter qualitativement les champs, déterminer E0, le champ électrique total en fonction de K, Q et petit a. Ensuite, donner la valeur numérique. Déterminer le potentiel V0 au point O. Alors, calculer aussi sa valeur numérique. Déterminer l'énergie potentielle interne du système formé par les 3 charges. Alors, ensuite, on définit un axe X. Alors, c'est l'axe X qui est représenté ici sur la figure. Alors, sur cet axe, une charge Q4 égale plus Q, venant de l'infini, se dirige vers l'origine O. Alors, calculer l'énergie cinétique minimale qu'il faut lui donner à l'infini pour qu'elle arrive au point O. Ensuite, expliquer qualitativement ce qui arrive à cette charge quand elle arrive au point O et justifier votre réponse. C'est bon, on passe à la solution. Alors, la première question, c'était de représenter qualitativement les 3 champs E1, E2 et E3. Alors Q1, je vous rappelle que c'est une charge positive, donc au point O, elle va donner un champ répulsif. Alors le champ, il a la direction de la droite qui part de la charge vers le point où on cherche le champ, donc voici E1. Alors, la charge Q2 est négative et elle vaut moins Q, alors que Q1 valait plus 3 fois Q. C'est-à-dire que comme les distances, regardez, la distance OA, OB, OC, ces 3 distances sont égales, puisque O, c'est le barycentre du triangle. Donc, ce qui va différencier les champs, ça va être la valeur de la charge, puisque au dénominateur, on va avoir la distance au carré, et au numérateur, on va avoir la charge. D'accord? Donc, ce qui va différencier
E2 de E1, c'est la valeur de la charge. Alors, déjà, E2 est attractif parce que Q2 est négative. Il aura pour module un tiers du module de E3, puisque la charge Q2 en module, elle est 3 fois plus petite que la charge Q1. C'est bon? Alors, pour le champ E3, il est créé par la charge Q3 qui est négative. Donc, ça sera un champ attractif qui aura un module 3 fois plus petit que le module de E1 puisque les distances OA, OC sont les mêmes, mais que Q1 est 3 fois plus grand en module que Q3. C'est bon? Voilà donc pour les représentations de ces champs. Alors je vous disais représenter le module à peu près, c'était ça, c'était que bien montrer que les champs E2 et E3, ils doivent avoir un module 3 fois plus petit que celui de E1. Voilà. Alors deuxième question, on vous demande de trouver le champ total au barycentre du triangle, donc au point O. Alors, le champ total, c'est la somme de ces trois champs. Alors, le module du champ E1, c'est 3Q sur D au carré. Alors, ce qu'on appelle D, ça va être la distance entre la charge Q1 et le point où on calcule le champ, donc au point O. J'ai appelé cette distance petit d. D'accord? Donc, le module de E1, c'est KQ1 sur D au carré. Q1 est égal à 3Q, donc 3KQ sur D2. Alors, les deux champs E2 et E3 sont égaux en module et leur module, c'est KQ sur D2. Alors, je vous rappelle que ce sont des champs attractifs produits par des charges négatives, mais leur module, ce sera quelque chose de positif, donc KQ sur D au carré. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde nos deux champs E2 et E3, eh bien, on voit bien qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe X, c'est-à-dire que leurs composantes horizontales sont les mêmes et que leurs composantes verticales sont opposées. E2, si je mettais un axe Y ici, un axe vertical passant par le point O, eh bien, j'aurai E2Y vers le haut et E3Y vers le bas. Et ils auraient, comme les deux champs sont symétriques, eh bien, j'aurai deux composantes verticales qui sont opposées, deux composantes horizontales qui sont égales. Donc, je vais pouvoir dire que E0, c'est E1 plus deux fois la composante horizontale, soit de E2, soit de E3. C'est bon? Alors, je vais écrire ça en fonction des modules. Donc, je vais dire que c'est le module de E1 plus deux fois le module de E de X. Et tout est dans le même sens. Hein. Ici, le vecteur E1 est vers la droite. Le vecteur E de X est vers la droite. Donc, ici, j'ai bien un signe plus. Hein. Donc, le module de E0, c'est le module de E1 plus deux fois le module de E2X. Ce qui fait que le vecteur E0, c'est son module multiplié par le vecteur I, puisque le vecteur champ total est forcément vers la droite, puisque c'est la somme de deux vecteurs qui sont tous les deux vers la droite. Alors, je connais déjà E1, je sais que c'est 3Q sur D carré, donc je vais chercher E de X. Alors, E de X, c'est la projection de E2 sur l'axe horizontal. Eh bien, ça sera E2 multiplié par le cosinus de cet angle, alpha. Or, cet angle alpha, vous voyez bien que c'est 60 degrés. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est 60 degrés? C'est bon ou vous voulez qu'on le vérifie? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Ok. Donc, très bien. Donc, E de X,
c'est E2 cosinus 60 degrés. Le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. Donc, le module de E de x, c'est KQ sur 2 fois D au carré. Et comme j'ai besoin de 2 fois, comment on a su ça? Imen, vous parlez de quoi? De l'angle 60 degrés? Oui. Alors, comment on le sait? Eh ben, regardez, il faut remonter à vos connaissances de géométrie. Hein. O est le barycentre du triangle équilatéral. Oui, exactement. O est le barycentre du triangle équilatéral, c'est-à-dire que il est à l'intersection des 3 médianes. D'accord? Les médianes, c'est les segments de droite qui vont d'un sommet au milieu du côté opposé. D'accord? Donc, j'ai cette médiane, j'ai celle-ci et j'ai celle-là. D'accord? Alors, comme c'est un triangle équilatéral, les médianes sont aussi médiatrices et elles sont aussi bissectrices de chacun des angles. C'est-à-dire que si vous regardez ce triangle-là, d'accord? Eh bien, ce triangle, qui est un triangle rectangle, va avoir comme angle ici forcément 30 degrés, puisque le triangle équilatéral a des angles de 60 degrés, ils sont tous égaux, et que cette droite est la bissectrice de cet angle, donc ici j'ai 30 degrés. Et dans ce triangle rectangle, la somme des angles doit me donner 180, donc ici j'ai forcément 60. Est-ce que c'est bon, Imen? D'accord. Alors, on en était à E de x qui vaut de rien, qui vaut KQ sur 2 fois D au carré. Et je rappelle que le module de E0, c'est le module de E1 plus 2 fois le module de E de x. Donc, je vais avoir E1 qui vaut 3 KQ sur D carré. Et 2 fois KQ sur 2D carré. Donc, ça me donne 4 fois KQ sur D carré. C'est bon? Alors, on n'a pas fini parce que on nous a demandé d'écrire ça en fonction de K, de Q et de petit a, le côté du triangle. Donc, il va falloir que j'exprime le petit d en fonction de A. Alors, on va regarder ce triangle rectangle. Donc, A, O, H, d'accord? J'ai la distance OA qui est égale à D. C'est bon? Et j'ai la distance AH, puisque CH est une médiane, que le point H se trouve au milieu du côté AB, eh bien AH est égal à A sur 2. D'accord? Donc je sais que cet angle vaut 30 degrés. Je sais que AH est égal à A sur 2 et je cherche D. Alors, dans mon triangle rectangle AOH, eh bien D, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Et AH, c'est le côté adjacent à l'angle 30 degrés. Donc, j'écris que le rapport AH sur D, c'est le cosinus de 30 degrés. AH étant égal à A sur 2, OA étant égal à petit d, donc comme c'est égal à cosinus de 30 degrés, le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Donc, je fais passer le 2 ici au dénominateur. Je vais avoir A sur 2D égale à racine de 3 sur 2, c'est-à-dire que A sur D est égal à racine de 3. Conclusion, B est égal à A sur racine de 3 et D au carré sera égal à A carré sur 3. C'est bon?
Alors, je reporte ici. Eh bien, à la place de d au carré, je vais mettre a carré sur 3. Ça veut dire que le 3 se retrouve au numérateur. Donc, ça va me faire 12kq sur a carré. Donc, le vecteur total, le vecteur champ total E0, ça sera 12kq sur a carré multiplié par le vecteur unitaire I, c'est-à-dire que comme c'est une quantité positive, E0 sera dans la direction et le sens du vecteur I. Alors voilà l'application numérique. Est-ce que c'est assez clair, cette première question? Oui. C'est bon? D'accord. Très bien. Alors, on passe au potentiel. Le potentiel, ça va être un petit peu plus simple que ça, puisque c'est une somme de grandeur scalaire. Donc, j'écris que c'est V1 plus V2 plus V3. Chacun des potentiels, alors V1 sera égal à K Q1 sur D. V2, ça sera K Q2 sur D. Et V3, ça sera K Q3 sur D. Alors, il ne faut pas oublier que Q2 et Q3 sont égales à moins Q et que Q1 est égal à plus 3Q. Voilà. Donc, on remplace. Faut garder à l'esprit que D, c'est A sur racine de 3 et on obtient V0 égale à KQ racine de 3 sur A et sa valeur numérique, la voici. Voilà. C'est bon? Ok. Alors, on passe à la troisième question. La troisième question, c'était de calculer, on vous demande de calculer l'énergie interne du système de trois charges. Donc, j'assemble les trois charges deux par deux, d'accord? Donc, j'assemble d'abord Q1 avec Q2, Q1 avec Q3 et ensuite Q2 avec Q3, d'accord? Donc, j'ai les distances qui séparent les charges sont toutes les mêmes, ces petits a, puisqu'elles sont au sommet du triangle équilatéral. Donc, je vais avoir pour Q1, Q2, ça sera moins 3 fois Q carré sur A. Pour Q1, Q3, ça sera moins 3 fois K Q carré sur A. Et pour Q2, Q3, ça sera plus K Q carré sur A. Voilà. Donc, ça me fait 6 fois moins 6 fois KQ carré sur A plus 4Q carré sur A, donc moins 5 fois 4Q carré sur A. Voilà. C'est bon? Alors, on en arrive à la dernière question. Donc, on envoie une charge sur l'axe X, une charge Q4, d'accord? Sur mon axe X, eh bien loin du point O, donc à une distance infinie, je projette une charge Q4 avec une vitesse initiale qui doit être suffisante pour que la charge Q4 arrive au point O. D'accord? Voilà. Alors, on vous demande quelle est l'énergie cinétique initiale que je dois lui donner quand elle est à l'infini pour qu'elle atteigne le point O, c'est-à-dire qu'elle arrive au point O avec une vitesse au minimum nulle. Donc, la charge Q4, qui n'est soumise qu'à la force électrique, qui est conservative, eh bien, cette charge va avoir une énergie totale qui va se conserver. Donc, je vais pouvoir écrire que son énergie totale initiale, donc à l'infini, est égale à son énergie totale
finale, c'est-à-dire quand elle arrive au point O. C'est bon? Donc, énergie cinétique à l'infini, plus énergie potentielle à l'infini, égale à l'énergie cinétique en O, plus l'énergie potentielle en O. Pour que Q4 atteigne le point O, eh bien, sa vitesse, quand elle arrive au point O, si on vous dit elle doit juste atteindre le point O, eh bien, il faut que au minimum, quand elle arrive au point O, sa vitesse soit nulle. Alors, on va dire que son énergie cinétique minimale au point O doit être nulle et on va réécrire donc notre conservation d'énergie totale. Donc, on va avoir énergie cinétique minimale à l'infini plus, alors l'énergie potentielle à l'infini, ben, on sait que l'énergie potentielle va être nulle à l'infini parce que l'influence des trois charges va être nulle à l'infini. Donc, une charge qui se trouve à l'infini se trouve à un potentiel qui est nul, donc elle a une énergie potentielle qui est nulle. Donc, énergie cinétique minimale à l'infini, ce terme n'existe pas, égale à l'énergie cinétique minimale en zéro, ben c'est zéro, donc ce terme n'existe pas, plus l'énergie potentielle en zéro. Ce qui veut dire que l'énergie cinétique minimale à l'infini, c'est l'énergie potentielle de la charge Q4 quand elle arrive au point O. D'accord? Puisque j'ai ce terme-là qui est nul et j'ai ce terme-là qui est nul. Donc j'ai l'égalité entre l'énergie cinétique à l'infini, énergie cinétique minimale à l'infini, et l'énergie potentielle au point O. Alors j'écris que l'énergie potentielle de la charge Q4 au point O, eh bien c'est le produit de la charge Q4 par le potentiel qui existe au point O. Eh bien c'est le potentiel que j'ai calculé tout à l'heure. D'accord? Et on a donc l'énergie cinétique minimale à l'infini qui est égale à Q V0. Voilà. Voilà l'énergie cinétique qu'il faut lui donner à l'infini pour qu'elle atteigne le point O. C'est bon? Alors, dernière question, qu'est-ce qui lui arrive à cette charge Q4 une fois qu'elle arrive au point O? Eh bien, une fois qu'elle arrive au point O, elle est arrivée avec une vitesse nulle, mais elle se trouve à un endroit où on a calculé le champ, on a trouvé que le champ, c'était E0, c'était un champ qui est orienté sur l'axe X dans le sens positif, d'accord? Donc, elle va être soumise à une force électrique F égale le produit de la charge par le champ électrique qui existe au point O, donc Q4 multiplié par E0, c'est-à-dire que la force qui va s'exercer sur Q4, eh bien, elle va être orientée vers la droite. La charge étant au point O avec une vitesse nulle, donc si vous mettez un objet avec une vitesse nulle et que vous lui exercez une force qui le pousse vers la droite, eh bien, ça va lui donner une accélération. Et il va partir, donc une charge Q4 va partir vers la droite, donc elle va retourner à l'infini. Voilà. Alors, ça, c'était un exercice sur 5 points. Pardon. Alors, je reviens aux énoncés. Voilà, donc on a fini notre exercice 1. Alors, exercice 2. Alors, on considère une distribution volumique de charge comprise entre deux sphères concentriques. Donc, ça veut dire qu'elles ont le même centre O. Deux rayons R1 et R2. La densité volumique de charge ρ est positive et constante. Alors, le positif, ça va nous donner le sens du champ.
constante, ça va nous permettre d'avoir une simplification au moment d'avoir un calcul intégral à faire. Alors, on appelle petit r la distance entre un point M quelconque et le centre O des sphères, et on définit les trois régions suivantes. Donc, la région A se trouve, alors, comprise, alors, pour les valeurs de R comprises entre 0 et R1, c'est-à-dire que la région A, eh bien, c'est cette région-là pour les R inférieurs à R1. La région B correspond aux valeurs de R comprises entre R1 et R2, donc c'est la partie assurée, qui est la région B. Et la région C correspond aux valeurs de R supérieures à R2, donc c'est à l'extérieur de la sphère de rayon R2. Voilà pour les régions A, B et C. Alors, les questions. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ E de R dans chacune des trois régions. Deuxièmement, en déduire le potentiel électrique dans chaque région. On prendra comme origine des potentiels V à l'infini égale 0. Voilà, alors on passe à notre solution. Alors, application du théorème de Gauss. Alors, je vous rappelle les étapes du théorème de Gauss. D'abord, on cherche la direction du champ. Ensuite, on trouve la forme de la surface de Gauss. Ensuite, on calcule le flux du champ électrique. On cherche la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Et enfin, on applique le théorème de Gauss, c'est-à-dire qu'on écrit que le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, on y va. Alors, je m'étale pas là-dessus parce que on a vu ça en cours, on a revu ça dans des exercices. Quand vous avez une symétrie sphérique, eh bien, le champ est radial. Donc, le champ électrique est radial. La surface de Gauss, il n'y a pas 36 possibilités, c'est une sphère de rayon petit r. Le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss, eh bien, ça sera E multiplié par la surface de Gauss, c'est-à-dire E multiplié par 4pi r carré. D'accord? Bon, on a fait la démonstration plusieurs fois. Vous revoyez votre cours. Hein. Alors, est-ce qu'on peut appliquer directement l'équation qu'on a fait en cours? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dire que phi c'est égal à E multiplié par 4pi r carré, c'est ça? De quoi vous parlez, Bungavi? Vous parlez de l'expression du flux, c'est ça? Pas l'expression du champ, hein, parce que on a une configuration qui ressemble pas à ce qu'on a vu en cours. Hein. Donc jusque là, tout ça c'est des résultats du cours que vous pouvez utiliser, oui, bien sûr. Donc vous pouvez dire que le flux c'est E multiplié par 4pi r carré sans problème, sans avoir besoin de démontrer. Alors maintenant, là où il faut être très attentif, c'est l'évaluation de la charge intérieure à la surface de Gauss. D'accord? Alors, vous avez bien vu qu'il y a un creux, d'accord? Il y a la charge, elle se trouve sur la partie qui est assurée, c'est-à-dire comprise entre une sphère de rayon R1 et une sphère de rayon R2. Donc, dans la région A, alors, ma surface de Gauss dans la région A, bien, c'est une sphère. Alors,
On a traité ce genre de problème et on a abouti à une équation du champ. Est-ce qu'on peut l'utiliser ici? Ah oui, on peut. Alors, en cours, on a vu, je vous rappelle ce qu'on a vu en cours, hein, on a vu une distribution de charges réparties en surface, d'accord? Donc, on avait un champ nul à l'intérieur et un champ en KQ sur R carré à l'extérieur. On a vu une distribution volumique de charges, mais c'était une sphère qui était chargée de manière homogène depuis R égale 0 jusqu'à R égale grand R. Or ici, la distribution, elle est différente. Donc, du point de vue des données de notre exercice, ce que vous avez comme données, c'est ρ, la distribution volumique de charge, d'accord? Et vous avez aussi les dimensions R1 et R2. C'est-à-dire que votre résultat, il va falloir le donner en fonction de ρ, de R1, de R2, de petit r et de epsilon 0. D'accord? Comme ce n'est pas exactement la distribution d'une sphère chargée de manière homogène dans tout son volume, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser directement. Bon, il faut faire des transformations, mais vous ne pouvez pas l'appliquer, l'utiliser directement. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, Bundel. C'est bon? D'accord. Mais tout ce qui précède, vous pouvez l'utiliser, que le champ est radial, que la surface du gloss est une sphère de rayon petit r, que le flux c'est E multiplié par 4 pi r carré, tout ça, ça reste vrai à partir du moment où vous avez une distribution sphérique. Alors, donc, on est à l'étape du calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss. Donc, dans la région A, ma surface de Gauss, c'est la sphère en pointillé rouge ici. Hein, d'accord? Alors, quand on regarde quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss, eh bien, on voit tout de suite que toute la charge se trouve à l'extérieur de cette sphère, donc Q intérieur égale 0. C'est bon? Alors maintenant, région B. Région B, ma surface de Gauss, ça va être une sphère de rayon petit r qui est tel que petit r est compris entre R1 et R2. Vous voyez, voici le petit r. D'accord? Donc la valeur minimale de petit r, c'est R1 et sa valeur maximale, c'est R2. Alors, quelles sont les charges qui sont enfermées à l'intérieur de cette surface de Gauss? Eh bien, c'est ρ multiplié par le volume qui est enfermé. Alors, attention, le volume contenant de la charge qui est enfermé dans la sphère en pointillé rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le volume de la sphère de rayon petit r moins le volume de la sphère de rayon R1. C'est-à-dire que c'est juste le volume qui est compris entre la sphère en pointillé rouge et la sphère de rayon R1. C'est bon? Donc c'est juste ce volume-là. Alors, c'est la différence entre le volume de la sphère de rayon petit r et le volume de la sphère de rayon R1. Donc j'écris que c'est ρ multiplié par, alors le volume d'une sphère de rayon petit r, c'est 4 tiers du pi r au cube. Donc je vais avoir la sphère extérieure, elle a un rayon petit r, la sphère intérieure a un rayon R1. Et je fais la différence entre les deux. Alors, je peux faire une mise en facteur de ρ 4 tiers du pi. Donc, il me restera à l'intérieur de la parenthèse R au cube moins R1 au cube. C'est bon?
Alors tout ça, c'est parce que la densité volumique de charge est constante, hein. On vous dit que ρ est constant, donc la charge intérieure, c'est juste la densité volumique de charge multipliée par le volume qui nous intéresse, le volume chargé. Ça va, je peux passer à la région C, ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? D'accord. Ok. Alors, région C, ma sphère de Gauss, ma surface de Gauss, eh bien c'est la sphère en pointillé rouge que vous voyez ici. Petit r est plus grand que R2. D'accord? Donc ma surface de Gauss, c'est la sphère en rouge. Alors, la charge qui est enfermée dans cette sphère de rayon petit r, c'est ρ multiplié par ce que j'ai appelé V'. V' étant le volume qui renferme la charge totale. D'accord? Donc, ça va être ρ multiplié par la différence entre le volume de la sphère extérieure, donc le rayon R2, moins le volume de la sphère intérieure, c'est-à-dire de rayon R1. Donc, j'aurais écrit que c'est ρ multiplié par le volume de la sphère de rayon R2 moins le volume de la sphère de rayon R1. Et puis, je fais ma mise en facteur du terme 4 tiers de pi, et ça me donne ρ 4 tiers de pi, R2 au cube moins R1 au cube. Alors, on récapitule. La charge intérieure dans la région A, c'est 0. Dans la région B, eh bien, elle dépend de petit r. D'accord? Et dans la région C, alors de petit r et de R1, et dans la région C, elle dépend de R2 et de R1. C'est-à-dire que c'est la charge totale qui est prise en compte ici. Alors, application du théorème de Gauss, donc dernière étape, j'écris que le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, comme j'ai obtenu des charges différentes dans chacune des régions, ben, je vais appliquer le théorème de Gauss à chacune des régions. Alors, région A, le flux égal à la charge intérieure sur epsilon 0, ça me donne un champ qui est nul. Région B, le flux égal, alors la charge que j'avais trouvée, c'était celle-ci, d'accord? Donc, je mets mon expression de la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, il y a des simplifications qui se font parce que j'ai 4 pi des deux côtés et j'ai r carré ici, r au cube là, donc ça va me donner r, d'accord? Et j'ai ici R1 au cube divisé par R carré. Donc voici l'expression du champ dans la région B. C'est bon? Je vous laisse le temps de faire les simplifications pour vérifier qu'on obtient bien ça. C'est bon? Alors, on passe à la région C. Donc, le flux égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, la charge intérieure, on avait trouvé que c'était cette expression-là. Et la seule simplification que je vais avoir, ça va être le terme 4pi.
Donc, j'aurai E égale rho sur 3 epsilon 0, R2 au cube moins R1 au cube sur R carré, petit r carré. Voilà. Donc, vous voyez bien que, vu de l'extérieur, eh bien, on obtient toujours, ça revient tout le temps, si j'appelle 4 rho multiplié par 4 tiers de pi R2 au cube moins R1 au cube, si j'appelle ça Q, la charge totale, eh bien, vous voyez bien qu'on obtient, encore une fois, E égale à KQ sur R carré, Q étant la charge totale qui est portée par cette distribution de charge. D'accord? Donc, vu de l'extérieur, vu de la région C, eh bien, on obtient la même chose que ce qu'on a obtenu en cours. Et là, Bundawi, on retrouve l'expression du cours, mais on la retrouvait pas pour la zone intermédiaire qui était la région B. Voilà. Alors, on passe au calcul du potentiel. Alors, on va appliquer la relation qui est entre le champ et le potentiel. Donc, E égale à moins gradient de V. Comme le champ est radial, eh bien, la relation entre le champ et le potentiel, elle est toute simple. E égale moins gradient de V, ça se résume à E égale à moins dV sur dr. Donc, je vais avoir dV égale à moins EdR et je vais l'appliquer à chacune des régions. Alors, région A, et puisque j'ai trouvé un champ qui était nul, je vais avoir dV égale 0. Ça veut dire que V est constante et j'appelle cette constante K1. Alors, région B. Alors, voilà ce qu'on avait trouvé comme champ, d'accord, dans la région B. Eh bien, je vais avoir moins E dr. Alors, j'intègre. J'ai le terme moins sigma, moins rho sur 3 epsilon 0 et je vais intégrer R dr, c'est-à-dire que c'est R2 sur 2, d'accord? Et j'intègre moins, alors ça c'est une constante, hein, moins R1 au cube sur R carré dr, ça veut dire que ça sera, j'intègre une constante multipliée par moins dr sur R carré. Alors, l'intégrale de moins dr sur R carré, c'est 1 plus 1 sur R. Donc, je vais avoir ici plus ma constante qui est R1 au cube sur petit r. C'est bon? Donc, l'intégrale de cette expression, c'est moins rho sur 3 epsilon 0. À l'intérieur de ma parenthèse, j'ai l'intégrale de R dr qui est R2 sur 2. Et l'intégrale de moins R1 au cube sur R2 qui est plus R1 au cube sur R, plus ma constante d'intégration. Je vous laisse un petit peu de temps pour vérifier tout ça. C'est bon? Je passe à la région C. Alors, j'aurais écrit dV égale à moins EdR. Voilà ce que j'avais trouvé comme expression du champ électrique. C'était en 1 sur R carré. Alors, l'intégrale, alors n'oubliez pas que tout ça, ce sont des constantes, d'accord, que je vais pouvoir sortir de mon intégrale. Donc, ce que j'aurai à intégrer, c'est toute cette constante multipliée par moins dr sur R carré, c'est-à-dire que l'intégrale, c'est plus 1 sur R. Donc, voilà évidemment, avec une constante d'intégration. C'est bon? Bon, alors,
c'est pas fini. Il va falloir qu'on détermine les trois constantes K1, K2 et K3. Alors, on va commencer par utiliser la donnée qu'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire que V à l'infini est égal à 0. Donc, ça va nous permettre d'avoir la constante K3. D'accord? Parce que R qui tend vers l'infini, ça ne peut exister, cette limite de R qui tend vers l'infini, elle ne peut exister que dans la région C. D'accord? Donc, on va dire que si je considère que le potentiel est nul à l'infini, eh bien, si je mets donc 0 ici, l'infini là, donc cette quantité va tendre vers 0. Donc, j'aurai 0 égale 0 plus K3. Eh bien, cette équation ne peut être vérifiée que si K3 est égal à 0. Donc, j'ai V à l'infini égale 0 qui implique obligatoirement K3 égale 0. Alors ensuite, eh bien, on va écrire que le potentiel, c'est une grandeur qui est continue. Donc, on va écrire la continuité pour petit r égale R2 et la continuité pour petit r égale R1. C'est-à-dire, alors, écrire la continuité du potentiel en R2, eh bien, ça veut dire que R2 étant une valeur de petit r qui appartient à la fois à la région C et à la région B, eh bien, les expressions que j'ai trouvées pour le potentiel dans la région B et dans la région C doivent s'appliquer toutes les deux à petit r égale R2. D'accord? Puisque R2, c'est la frontière entre la région B et la région C. C'est bon? Alors, j'écris la continuité du potentiel en R2, c'est-à-dire que je prends mon expression du potentiel dans la région B et je l'applique à petit r égale R2. Ça va? Donc, j'aurai dans ce terme R2 carré sur 2, ben, j'aurai R2 au carré sur 2. Et dans ce terme R1 au cube sur petit r, eh bien, ça sera R1 au cube sur R2. D'accord? Plus K2. C'est bon? Donc, je viens d'écrire le potentiel dans la région B appliqué à petit r égale R2. Et j'écris que c'est égal au potentiel pour petit r égale R2 appliqué à la région C. Alors, n'oubliez pas que K3 est égal à 0. Donc, dans la région C, si j'applique l'expression du potentiel à petit r égale R2, j'aurai ρ sur 3 epsilon 0, R2 au cube moins R1 au cube sur R2. Donc, voici l'égalité entre le potentiel en R2 pris dans la région B et le potentiel en R2 pris dans la région C. D'accord? Puisque R2 appartient, je répète encore une fois, R2 appartient à la fois à la région B et à la région C. D'accord? Donc, j'ai juste écrit l'égalité entre les deux expressions que j'ai obtenues ici et là en mettant à chaque fois petit r égale R2. Alors, il y a des simplifications qui vont se faire. J'ai un terme R1 au cube, alors moins ρ sur 3 epsilon 0, R1 au cube sur R2, d'accord, que je retrouve ici aussi, moins ρ sur 3 epsilon 0, R1 au cube sur R2, donc ça va partir. Et j'aurai moins ρ sur 3 epsilon 0, R2 carré sur 2, d'accord. Et ici, si je simplifie ici, j'aurai R2 carré sur 1. D'accord? Donc, ρ sur 3 epsilon 0, R2 carré. C'est bon? Je fais passer ce terme-là ici. Je vais avoir 3 demi
de R2 carré multiplié par rho sur 3 epsilon 0. Donc, je vais avoir le facteur 3 que je retrouve au numérateur et au dénominateur. Donc, j'aurai K2 égale à rho R2 carré sur 2 epsilon 0. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'expression de K2? C'est bon? Bon, je peux passer à la constante K1. C'est bon ou vous avez besoin de temps pour vérifier ça? C'est bon, je passe à la continuité en R1. Alors, R1, c'est une valeur, d'accord. R1, c'est une valeur de petit r qui appartient à la fois à la région A et à la région B. D'accord? Alors, on a trouvé que dans la région A, le potentiel est constant, il vaut K1, et que dans la région B, le potentiel, il vaut, alors dans la région B, il vaut ça. K2, on vient de le trouver, on a trouvé que c'était rho R2 carré sur 2 epsilon 0. Donc, j'ai remplacé ici K2 par ce qu'on vient de trouver. Et j'écris la continuité du potentiel en R1, c'est-à-dire que vu de la région A, eh bien, j'ai le potentiel quand petit r est égal à R1, c'est K1, puisque le potentiel est constant pour toutes les valeurs de R comprises entre 0 et R1, donc c'est aussi valable quand petit r est égal à R1. Donc, ça, c'est le potentiel dans la région A, et ça, c'est le potentiel dans la région B appliqué à petit r égale R1. D'accord? Alors, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé dans la région B. D'accord? On avait trouvé quelque chose en R carré sur 2 plus R1 au cube sur petit r. Donc, j'ai juste remplacé petit r par R1 dans cette expression. Et j'ai aussi remplacé K2 par ce que j'ai trouvé pour R2. Voilà. Donc, le calcul de K1, il va être direct. Donc, je vais avoir alors des termes qui se simplifient. Donc, je vais avoir R1 au carré sur R1 qui va me donner R1 carré, plus R1 carré sur 2, donc 3 demi de R1 carré. J'ai un facteur 3 ici, donc je vais avoir 1 demi, d'accord, de R1 plus 1 demi de R1 carré sur 2, oui. Oui, j'avais 3 demi divisé par 3, donc ça me donne 1 demi, avec un signe moins, donc moins rho sur 2 epsilon 0 R1 carré, et j'ai le plus, ce terme-là, d'accord, avec le même coefficient. Donc, j'ai mis rho sur 2 epsilon 0 en facteur. Alors, il est en facteur avec le R2 carré et il est en facteur avec le moins R1 carré. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la constante K1? D'accord? Alors, voici, pour résumer, hein, on regroupe tous les résultats qu'on a trouvés. Donc, dans la région A, on a trouvé que V, c'était K1. Dans la région B,
On a trouvé qu'il y avait une variation en R carré plus une variation en 1 sur R plus la constante K2 qu'on remplace. Et dans la région C, on a trouvé que K3 était égal à 0 et on a trouvé cette expression. Donc voilà les expressions du potentiel dans chacune des régions. C'est bon? Alors, il fallait tout exprimer en fonction des données que vous avez dans l'énoncé, c'est-à-dire ρ, R1, R2. Voilà, c'est tout. Et petit r, bien sûr, puisque petit r est notre variable. C'est bon? Est-ce que jusque-là, ça vous semble difficile, cette épreuve? Ah oui? Bon, l'exercice 1 n'était pas difficile, hein, c'était une distribution de charges ponctuelles. Bon, je reconnais que la répartition de charges, la répartition volumique de charges est un petit peu délicate, mais si on procède avec méthode, il y a aucune réelle difficulté, hein. On doit pouvoir y arriver. De toute façon, je vous envoie le PDF cet après-midi. Vous pourrez refaire tous les calculs tranquillement. Là, il y a plein d'étapes que j'ai pas détaillées, donc vous pourrez refaire les calculs. C'est bon, on peut passer à l'exercice 3. Alors, je reviens, d'accord. Alors, exercice 3, je vais passer à la page suivante. Voilà. Alors, le circuit de la figure 3 comprend 3 générateurs réversibles de force électromotrice respective 1, E2, E3, un récepteur pur de force contre-électromotrice petit e et un condensateur C et des résistances identiques, qui sont toutes les mêmes, d'accord? On a 6, elles sont toutes égales. Et un interrupteur K à 2 positions, d'accord? Alors, sur la position 1, eh bien, il y a ces 2 éléments qui sont hors circuit, qui sont déconnectés, d'accord? Et sur la position 2, eh bien, j'ai le condensateur qui va être en série avec le récepteur pur et la résistance. Et de ce côté, eh bien, il y aura l'autre partie du circuit qui continuera à fonctionner. Alors, on vous donne les valeurs des composants. Première question. L'interrupteur est mis sur la position 1 et on attend que le condensateur soit entièrement chargé. Calculer les intensités des courants traversant respectivement les générateurs réversibles. Alors, on adoptera les sens indiqués sur la figure. Quel est le fonctionnement de chaque générateur? Alors, générateur ou récepteur. Calculer la charge du condensateur. Calculer la puissance fournie par le ou les générateurs. Calculer la puissance dissipée par effet Joule et calculer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Bon, alors, on reviendra à l'énoncé pour la partie régime transitoire. Alors, si l'interrupteur est mis sur la position 1, je vous disais tout à l'heure que quand l'interrupteur est sur la position 1, ça revient à avoir le récepteur pur et la résistance qui est là, qui sont hors circuit. Donc, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, j'ai redessiné mon circuit sans tenir compte de cette branche où il ne se passe absolument rien. D'accord ? Donc, mon circuit, ça devient le suivant.
Alors, comme on vous dit qu'on attend que le condensateur soit entièrement chargé, alors je vous rappelle que dans la branche où il y a un condensateur entièrement chargé, le courant est nul. D'accord? Il faut toujours vous rappeler que ce qui apporte de la charge au condensateur, c'est le courant électrique, puisque le courant électrique, c'est une circulation de charge positive qui se déplace dans le sens conventionnel du courant. Donc, c'est le courant électrique qui va apporter de nouvelles charges au condensateur. Et à partir du moment où il est entièrement chargé, ça veut dire que plus aucune nouvelle charge ne peut arriver. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de courant dans cette branche. D'accord? Donc, le condensateur étant entièrement chargé, il n'y a pas de courant qui passe dans la branche où il y a le condensateur. Et je vais pouvoir appliquer mes lois de Kirchhoff comme on fait d'habitude. D'accord? Donc, les seuls courants qu'il y aura, ça sera le courant I1, I2, I3, d'accord? Et il n'y aura pas de courant dans la branche où il y a le condensateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme loi de Kirchhoff? Eh bien, on va écrire la loi des nœuds, d'accord? Donc, à ce nœud et à celui-là, on a somme des courants entrants. Alors, ce qui entre ici, c'est I1 et I3. D'accord? Je vous rappelle que à ce nœud-là, eh bien, il se passe pas grand-chose puisque le courant dans cette branche est nul. Donc, le courant qui arrive ici va repartir là. D'accord? Donc, c'est exactement le même courant qu'il y a dans cette partie-là et dans celle-là. Ça va? Puisque le courant I3 ne va pas pouvoir se partager en un courant IC et un courant IR. Puisque IC est égal à 0, donc ça veut dire que dans cette résistance, dans cette deuxième résistance et le générateur G3 et dans cette résistance, le courant c'est I3. C'est bon? Puisqu'il ne se partage plus entre cette branche et celle-là, donc c'est le même courant qui passe partout. Alors, je reviens à ma loi des nœuds. Somme des courants entrants, donc I1 et I3, égale la somme des courants sortants, c'est I2. Si je l'écris à ce nœud, somme des courants entrants, c'est I2, et somme des courants sortants, c'est I1 et I3, c'est-à-dire la même équation, donc je l'écris une fois. C'est bon? Alors, je passe, j'ai trois équations, j'ai trois inconnus, pardon, j'ai les trois courants I1, I2, I3, et j'ai trois inconnus qui sont excusez-moi, j'ai trois inconnus I1, I2, I3, j'ai besoin de trois équations indépendantes. Donc j'ai déjà ma première équation qui est la loi des nœuds et je vais avoir besoin de deux équations aux mailles. Alors, j'écris la loi des mailles pour les deux petites mailles. Donc je pars de ce point, je fais tout le tour de la maille et je reviens au même point. C'est bon? Et je dois avoir 0. D'accord? Alors, différence de potentiel aux bornes de R. Donc, R, I1, plus E2, plus R, I2, plus R, I1, moins E1 égale 0. Alors, si je réordonne tout ça, eh bien, ça me fait 2 fois RI1 plus RI2 égale à E1 moins E2. C'est bon? Alors, deuxième maille, je pars de ce point, j'écris la somme des différences de potentiel et quand je reviens au même point, je dois avoir 0. Donc, cette
Cette résistance est traversée par le courant I3 qui entre par ce point et sort par celui-là. Donc, je vais avoir moins RI3 plus E3 moins RI3. C'est bon? Moins RI3 moins RI2 moins E2 égale 0. Alors, il y a eu des signes moins partout. Hein. Donc, je vous laisse le temps de réécrire l'équation. Je vais le faire en même temps. Hein. Donc, on a trouvé moins R I3 plus E3 moins R I3 moins R I3 moins R I2 moins E2 égale 0. Alors, les termes en I3, j'en ai 3. D'accord? Les termes en I2, j'en ai un seul. Donc, j'ai moins R I2 moins 3R I3. C'est bon? Égale à E2 moins E3. Alors, comme j'ai trop de signes moins, je multiplie tout par moins 1 et j'obtiens RI2 plus 3R I3 égale à E3 moins E2. Est-ce que vous avez vérifié en même temps? C'est bon? D'accord. Alors, on passe, c'est le moment de passer aux valeurs numériques. D'accord? Comment ça, c'est compliqué? C'est quoi cette histoire? Ben, c'est pas compliqué. Vous prenez, c'est juste que j'ai pas fait comme d'habitude et que j'ai pas mis des points. Je me suis dit que on a fait ça tellement de fois que vous y arrivez les doigts dans le nez. Hein. Je mets des points. Hein. Je vais mettre A, B, C, D, E, A. D'accord? Donc VA moins VB, R est traversé par le courant I1, il entre par A, il sort par B. Donc c'est plus RI1. Ensuite, VB moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins, donc c'est plus E2. Ensuite, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance, le courant entre par ce point et sort par celui-là, donc c'est plus RI2. Ensuite, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance, elle est traversée par le courant I1 qui entre par là et sort par ce point, donc c'est plus RI1, plus la différence de potentiel entre la borne moins et la borne plus de ce générateur, donc c'est moins E1. Et donc, quand vous regroupez les termes, on a obtenu 2 fois RI1, une fois RI2, d'accord, plus E2 moins E1 égale 0, donc ça revient à faire passer le terme des constantes à droite et ça vous donne E1 moins E2. D'accord? Maintenant, deuxième maille. Je fais la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. Cette résistance, elle est traversée par le courant I3. Mais il la traverse dans le sens qui n'est pas le sens habituel pour pouvoir appliquer la loi d'Ohm. Au lieu d'entrer par ce point et de sortir par celui-là, le courant, il entre par ce point, il sort par celui-là. Donc, c'est moins RI3. Ensuite, j'ajoute la différence de potentiel aux bornes de ce générateur. Donc, c'est plus E3. Ensuite, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance qui est traversée par le courant I3 d'ici à là. Donc, c'est moins RI3. Plus la différence de potentiel entre ce point et celui-là. La résistance R est traversée par le courant I3 qui entre par ce point qui sort par celui-là. Donc, c'est moins RI3 plus la différence de potentiel entre ce point et celui-là, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R qui est traversée par le courant I2 qui entre par ce point et sort par celui-là, donc c'est moins RI2. Et enfin,
la différence de potentiel entre ce point et celui-là, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, c'est moins E2. Alors, vous prenez tous ces termes-là, vous les additionnez et on obtient, en regroupant les termes, eh bien, on retombe sur cette équation. Est-ce que c'est plus clair, Bungabi? Ça n'a rien de compliqué, hein. C'est juste que pour une fois, j'ai pas mis de lettres et j'ai pas écrit VA moins VA égale VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VB, etc. C'est mieux? D'accord, de rien. Alors, c'est le moment de passer aux valeurs numériques. Alors, R vaut 10, E1 vaut 100, E2 vaut 80, je crois, et E3, je sais plus, je vais reprendre le lancé. Alors, ah pardon, E1 vaut 120, E2 vaut 100 et E3 vaut 80. Voilà, donc on remplace les valeurs numériques et on retombe sur ces trois équations-là. Alors, on va commencer par éliminer le courant I2, c'est-à-dire qu'on va remplacer dans chacune des deux autres équations I2 par I1 plus I3. D'accord? Voilà. Et on regroupe les termes en I1 et I3. Alors, j'obtiens deux équations. Ensuite, eh bien, on a le choix, hein, soit on élimine I1, soit on élimine I3. Alors, moi, j'ai choisi d'éliminer I3. J'ai multiplié la première équation par 4. Et puis, j'ai soustrait les deux équations. Et on obtient une équation à une inconnue qui est I1. Donc 110 I1 égale à 100 et ça nous donne ces valeurs de courant. Donc une fois qu'on a obtenu la valeur de I1, eh bien on remonte à cette équation pour avoir soit cette équation, soit celle-ci, pour avoir la valeur de I3. Et puis après vous écrivez que I2 c'est I1 plus I3. Et vous faites la somme et vous obtenez I2. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec le sens qui a été imposé, eh bien, on trouve un courant I3 qui est négatif. Ça veut dire que le courant I3 passe en réalité dans l'autre sens. D'accord? Les courants I1 et I2, on les a trouvés positifs. Ça veut dire qu'ils passent réellement dans le sens qui a été choisi. Alors, on vous demande de dire quel est le fonctionnement de chaque générateur réversible. Alors, I1 G1 est traversé par le courant I1, alors du moins au plus, ça veut dire qu'il se comporte en générateur. On a trouvé le courant I2 positif, ça veut dire que le courant I2 passe réellement dans ce sens. Ça veut dire que le générateur G2 est traversé du plus au moins, d'accord, par ce courant I2. Ça veut dire qu'il se comporte en récepteur. Et le courant I3 qui ne passe pas dans ce sens puisqu'on l'a trouvé négatif, le courant I3 passe dans l'autre sens, ça veut dire qu'il traverse le générateur G3 du plus au moins, et bien ça veut dire que G3 se comporte en récepteur. Donc en résumé, G1 se comporte en générateur, G2 et G3 se comportent en récepteur. Bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus, c'est juste une interprétation du signe des courants et le comportement des générateurs. C'est bon? Alors, il faut se rappeler que le courant traverse un générateur du moins au plus, parce qu'il faut se rappeler que les charges
qui constituent ce courant électrique, eh bien, quand elles traversent le générateur, elles vont gagner de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, c'est un dispositif qui génère de l'énergie, qui va fournir de l'énergie aux charges. Par contre, les charges, quand elles traversent un récepteur du plus au moins, eh bien, elles vont laisser de l'énergie potentielle à l'intérieur de ce générateur, puisque ce générateur réversible, puisque un récepteur, c'est un dispositif qui est capable de transformer de l'énergie électrique que lui apportent les charges en énergie sous une autre forme, c'est-à-dire de l'énergie mécanique, de l'énergie chimique, etc. Voilà. Alors maintenant, on en arrive à la charge du condensateur. Alors, le condensateur, eh bien, il est en parallèle. Vous voyez bien que on pourrait mettre des points. Alors, je vais dire, j'avais mis A, B, etc. On va dire que ici, je suis au point, je sais pas, M et N. Eh bien, le condensateur se trouve entre les points M et N et toute cette branche se trouve entre les deux mêmes points, c'est-à-dire que le générateur E3 en série avec la résistance R se trouve sous la même différence de potentiel que le condensateur. Donc, je vais écrire que VC, c'est égal à cette différence de potentiel. Alors, quelle est cette différence de potentiel? Eh bien, c'est E3 plus la différence de potentiel au bord de la résistance R avec un courant I3 qui entre par ce point et sort par celui-là. Donc, je vais avoir E3 moins RI3 égale à VC. Or, VC, je sais que c'est Q sur C. D'accord? Donc, j'ai Q sur C égale E3 moins RI3. Alors, attention, j'ai gardé le sens qu'on avait choisi, d'accord? Et attention, au moment d'appliquer la valeur du courant I3, il faudra que je prenne la valeur que j'ai trouvée. Hein. Il y a deux façons de faire. Soit vous gardez le sens qu'on avait choisi avec le résultat qu'on a trouvé, soit vous représentez I3 vers le bas, mais I3, il serait égal à plus 0,73 ampères. D'accord? Alors, on va pas se casser la tête. On garde l'essence qu'on avait choisi au départ. D'accord? Donc, on écrit la loi d'Ohm dans cette branche en disant que c'est E3 moins RI3 égale à la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Donc, Q sur C égale à E3 moins RI3. En gardant à l'esprit que I3, c'est moins 0,73. C'est bon? C'est-à-dire qu'ici, ça va donner quelque chose de positif. Donc, Q, eh bien, c'est le produit de C par E3 moins RI3. Ben, quand vous faites le calcul, on trouve 0,436 coulombs. Alors, on trouve une charge qui est très grande par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver. Mais ça vient du fait que la capacité du condensateur, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de prendre. D'habitude, on prend des condensateurs de 1 micro, de 10 micros. Là, on a pris un condensateur de 5000 microfarads. D'accord? Donc, c'est 5 millifarads. Donc, c'est logique qu'on trouve une charge qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les exercices. Ça va? Est-ce que c'est bien clair cette façon de trouver la charge du condensateur? Il faut juste constater que le condensateur est en parallèle avec cette branche qui contient le générateur G3 en série avec la résistance R et écrire d'un côté que la différence de potentiel aux bornes du condensateur c'est Q sur C et que de l'autre côté, la différence de potentiel entre le point M et le point N, c'est E3 moins RI3.
Alors, la puissance fournie par, on vous dit, fournie par le ou les générateurs, d'où l'intérêt de la question 1-2. C'était pour que vous sachiez quel est le générateur qui fournit l'énergie. Est-ce qu'il y en a un ou deux ou trois? D'accord? Donc ici, on a bien vu que c'est G1 qui fournit l'énergie. Donc la puissance fournie par le générateur G1, c'est le produit E1, I1. D'accord? La puissance dissipée par effet Joule dans le circuit, eh bien, il faut regarder chaque résistance va dissiper une énergie R I carré dt. Alors, on vous demande la puissance. Donc, la puissance dissipée par chacune des résistances, ce sera R I carré. Alors, je regarde le courant I1. Alors, il va traverser ces deux résistances-là. Donc, je vais avoir R I1 carré plus R I1 carré. Donc, j'ai deux fois R I1 carré. J'ai le courant I2 qui ne traverse que cette résistance. Donc, ce sera plus R I2 carré. Et j'ai le courant I3 qui traverse cette résistance, celle-ci et celle-là. Donc, j'ai R I3 carré plus R I3 carré plus R I3 carré, c'est-à-dire 3R I3 carré. Donc, je reprends 2 fois R I1 carré plus R I2 carré plus 3R I3 carré. C'est-à-dire que vous prenez chaque résistance et vous la multipliez par le courant qui la traverse au carré. Voilà, c'est tout. Alors, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, eh bien, connaissant la charge du condensateur et sa capacité, eh bien, vous pouvez écrire que c'est 1/2 de Q carré sur C ou 1/2 de QV ou 1/2 de CV carré. Comme on a la charge et la capacité, bon, on a tout intérêt à utiliser cette forme-là. Donc voilà, voilà pour le régime permanent. Alors on va passer au régime transitoire. On va regarder l'énoncé. Alors le condensateur étant entièrement chargé, on met l'interrupteur sur la position 2 à un instant qu'on prendra comme origine des temps. D'accord? Alors, expliquer ce qui se passe. Alors, on met, une fois que le condensateur est entièrement chargé, c'est-à-dire qu'on est toujours, dans la configuration de la question 1, d'accord? On met l'interrupteur sur la position 2 et on regarde ce qui se passe. Alors, expliquez ce qui se passe, établissez l'équation différentielle régissant la charge du condensateur, en déduire la charge du condensateur à un instant T, et quelles sont les transformations d'énergie qui se produisent dans le circuit. Alors, la solution. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met l'interrupteur sur la position 2? Alors, si on met l'interrupteur sur la position 2, eh bien, on a déconnecté notre condensateur, on l'a isolé du reste du circuit. Alors, j'ai plus le dessin. L'interrupteur K était, je reviens. Voilà mon interrupteur K. Hein. Si je le mets sur la position 1, et ben ça me donne ce circuit-là avec le récepteur et R qui sont déconnectés. Maintenant, si je mets K sur la position 2, eh bien cette liaison n'existe plus, d'accord? Donc le condensateur, il va former un circuit à part avec le récepteur et la résistance. Et de l'autre côté, eh ben, j'aurai
mon système de tout à l'heure, sauf que il n'y aura plus le condensateur en parallèle avec cette branche-là. D'accord? Alors, je reprends donc, pardon. Voilà ce que j'obtiens comme circuit, d'accord? Ça revient à avoir deux circuits indépendants l'un de l'autre, d'accord? Donc d'un côté, eh ben j'ai mes générateurs E1, E2, E3 avec les résistances comme tout à l'heure, et de l'autre côté, eh bien je vais avoir le condensateur en série avec le récepteur et la résistance grand R. Alors, dans le circuit de gauche, eh bien, il se passera exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je garde exactement les mêmes courants, les mêmes différences de potentiel, etc. Il n'y a rien de changé. Par contre, du côté du condensateur, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir tendance à se décharger en partie. On va voir qu'il ne va pas se décharger complètement. Et en se déchargeant, il va faire en sorte que un courant traverse le récepteur et donc va faire fonctionner le récepteur. C'est bon? Alors, on regarde ça de manière un petit peu plus détaillée. Alors, qu'est-ce qui va se passer on vous demande de d'écrire l'équation différentielle qui régit la charge du condensateur. Je vais peut-être changer de page un peu trop tôt. Eh ben, on va écrire la loi des mailles le long de cette maille, d'accord? Alors, je vais avoir la différence de potentiel aux bornes du récepteur pur. Donc, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Ce sera plus petit e, plus la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Le courant IC entre par ce point et sort par celui-là, donc ça sera R IC. C'est bon? Plus la différence de potentiel aux bornes du condensateur, mais attention, tout à l'heure, quand le condensateur s'est chargé, eh bien, cette armature était chargée positivement, celle-là était chargée négativement. Donc, quand je fais la différence entre le potentiel de ce point et le potentiel de celui-là, eh bien, cette différence de potentiel, c'est moins Q sur C, puisque c'est la différence entre le potentiel de l'armature négative et le potentiel de l'armature positive. C'est bon? Alors, je reviens à mon équation différentielle qu'on m'a demandé d'écrire. Eh bien, je vais avoir E plus RIC moins Q sur C égale 0. D'accord? Alors, je vais avoir donc R, si je veux garder un signe plus pour petit e, je vais avoir RIC moins RIC moins Q sur C égale à moins E. Je vais faire l'inverse. Je vais avoir, excusez-moi, si je fais passer ce terme de l'autre côté, je vais avoir moins RIC plus Q sur C égale à E. D'accord? Alors, comme le courant qui passe, qui traverse le condensateur, qui traverse toute la maille, c'est un courant qui correspond à la décharge du condensateur, et bien ce courant IC, c'est moins dQ sur dt. Alors, c'est la première fois qu'on rencontre un exercice où il est question de la décharge d'un condensateur. Je vous renvoie au cours sur la charge et la décharge d'un condensateur. Quand le condensateur se décharge, eh bien le courant qui va passer dans le condensateur, dans la branche où se trouve le condensateur,
ce n'est plus I égale dQ sur dt, c'est I égale moins dQ sur dt. D'accord? Parce qu'il correspond à une diminution de la charge et que le terme ici dQ correspond, puisqu'il correspond à une diminution de la charge, ce terme dQ va être négatif. D'accord? Donc, pour que le courant soit toujours quelque chose de positif, eh bien, je dois mettre un signe moins ici. Voilà. Alors, j'avais donc moins RIC plus Q sur C égale à E. IC étant égal à moins DQ sur DT, eh bien, ça revient à écrire que R DQ sur DT plus Q sur C égale à E. Alors, c'est une équation différentielle qui correspond à une charge qui diminue, même si ça se voit pas trop dans l'expression qu'on obtient. Hein. Alors, il faut résoudre cette équation différentielle. Alors, solution de l'équation sans second membre, eh ben je remplace le petit e par 0. Donc, je vais avoir R dQ sur dt égale à moins Q sur C. dQ sur Q égale à moins dt sur RC. J'intègre et j'obtiens Q égale à A exponentielle moins T sur RC. Bon, on l'a fait tellement de fois que on peut résumer ici. Alors, la solution particulière, eh bien, elle est toujours de la même forme que le second membre de l'équation différentielle. Donc, le second membre étant constant, la solution particulière est constante. Et je remplace R dQp sur dt plus Qp sur C égale 0, égale CE, pardon, égale à, je remplace dans l'équation complète, égale à E, eh bien, ça me donne la solution particulière qui est égale à CE. Alors, la solution complète, c'est la solution de l'équation sans second membre plus la solution particulière. Donc, cette solution plus celle-là. C'est bon? Alors, maintenant, il faut que je trouve la valeur de la constante. Eh bien, la valeur de la constante, je la trouve grâce à la condition initiale. À t égale 0, eh bien, je sais que la charge du condensateur, c'était grand Q. Alors, ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire 0,436 coulombs. D'accord? C'est ça, là, c'est le E moins R I3, c'est multiplié par C. Donc, ma condition initiale, c'est que la charge initiale, c'est Q. Eh bien, j'écris Q égale A exponentielle de 0 plus CE. Ça veut dire que A est égal à Q moins CE. Alors, je remplace. Je vais avoir Q égale à, alors petit q, hein, la charge qui est une fonction du temps, égale à Q, la charge initiale, moins CE, exponentielle moins T sur RC, plus CE. D'accord? Alors, j'ai donc, ça c'est A. D'accord? Q moins CE, c'est A. Hein? Donc, j'ai bien Q égale à CE, que je retrouve ici, plus A exponentielle moins T sur RC. Donc, ça, c'est A exponentielle moins T sur RC. C'est bon? Alors, ce qu'on doit vérifier, c'est que à T égale 0, eh bien, je dois avoir Q égale à la charge grand Q. Est-ce que c'est le cas? Je vérifie. À T égale 0, eh bien, l'exponentielle vaut 1 et je vais avoir CE plus Q moins CE, donc Q est bien égal à Q. Ça va? Et quand T tend vers l'infini, d'accord, je vais avoir ce terme-là qui va être nul. Donc, tout ce terme va être nul. Quand t tend vers l'infini, eh bien, Q est égal à CE. Alors, c'est très intéressant comme résultat. Ça veut dire que
quand il n'y a plus d'échange de charge, quand il n'y a plus de variation de charge, eh bien la différence de potentiel aux bornes du condensateur devient égale à la différence de potentiel aux bornes du récepteur. Alors ça se voyait très bien. Je reviens à notre schéma. Regardez bien. Quand il n'y a plus, quand on a attendu un temps suffisamment long pour qu'il n'y ait plus de charge qui quitte le condensateur, eh bien, ça veut dire que IC est égal à 0. D'accord? Il n'y a plus de courant. À partir du moment où la charge du condensateur ne varie plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant dans cette maille. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de courant, ça veut dire que la différence de potentiel aux bornes de la résistance est égale à 0, puisque normalement elle est égale à RIC. Si IC égale 0, ben j'ai pas de différence de potentiel ici. Ça veut dire que aux bornes du condensateur, eh bien vous récupérez la différence de potentiel aux bornes du récepteur, et c'est tout. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui restait? Alors, il restait les transformations d'énergie qui se produisent dans le circuit. Alors, je vous disais bien que le condensateur allait se décharger partiellement, d'accord? Puisqu'au bout du compte, ce qui va rester quand t tend vers l'infini, ce terme-là va disparaître et il va rester Q égale le Q final, ce sera C Q multiplié petit e. Donc, il restera de la charge dans le condensateur. C'est bon? Et le récepteur n'étant plus traversé par un courant, puisque ici il va devenir nul, eh bien, il va arrêter de fonctionner. Donc, le condensateur s'est déchargé partiellement et le récepteur a fonctionné juste le temps qu'il y avait que le courant IC existait, et dès que le courant IC n'existe plus, eh bien, il ne peut plus fonctionner, notre récepteur. Alors, les transformations d'énergie, eh bien, dans la partie gauche, il va se passer la même chose que tout à l'heure. Énergie fournie par G1 égale à énergie reçue par G2 et G3 et énergie dissipée dans les résistances. Et dans la partie droite, eh bien, l'énergie stockée dans le condensateur va servir à faire fonctionner le récepteur et va être dissipée. Alors, j'ai mis dans les résistances, en réalité, c'est dans la résistance qui est la seule résistance traversée par le courant ici. Voilà, on a un petit peu dépassé. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Bon, s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'enregistrement. C'est bon?